cette année avec l'incendie de Notre-Dame a posé beaucoup de questions, suscité énormément de réactions, de commentaires, je dirais parfois les plus farfelus. Et donc je trouvais important, et c'est vrai que l'interprofession aussi trouvait important de remettre un peu les pendules à l'heure et de parler raisonnablement du sujet, qui est un sujet pour les années à venir assez important, parce que je pense que contrairement à ce qu'on a pu se dire, c'est quand même un chantier qui va durer. Il y a beaucoup de questions qui ne sont pas résolues, même sur la stabilité du bâtiment, sur son devenir. Donc on est loin de pouvoir faire des prévisions, mais c'est bien de se poser aujourd'hui les questions à la fois sur l'architecture, c'est-à-dire l'écriture architecturale qu'on va donner au sujet, sur la ressource, parce que la ressource aussi, on a dit beaucoup de choses, et alors je crois que c'est parmi les choses les plus farfelues qui ont été dites. Donc un expert forestier, président des experts forestiers, Philippe Gourmin, va pouvoir nous en dire plus. Et puis un charpentier, une entreprise adhérente du GMH, donc Benoît Dulion de Dulion Charpente, va pouvoir nous dire un petit peu comment il voit ce chantier et son historique et son devenir. Et Marie-Amélie Tech, en tant qu'architecte du patrimoine, pourra justement nous parler de cette problématique d'écriture architecturale. Elle a écrit sur le sujet beaucoup, elle a déjà participé à beaucoup de débats, et je pense qu'elle pourra nous donner vraiment un très bel éclairage sur le sujet. Voilà, donc je pense que je vais donner la parole d'abord à Philippe Gourmin, justement pour remettre un peu les choses d'aplomb sur ces problématiques de ressources. Est-ce qu'il y a assez de bois en France pour faire une charpente comme Notre-Dame? On a même entendu ce genre de choses. Donc voilà, éclairez-nous, ça serait très bien. Bonjour, ma réponse est catégorique, elle est oui. Nous avons assez de bois. Et si l'interprofession France Bois Forêt s'est mobilisée, c'est parce que tous les forestiers, et jusqu'à Laval, ont été heurtés par ce qui s'est dit le soir du 15 avril 2019. On a entendu, alors que les flammes n'étaient pas éteintes, qu'il fallait regarder cette charpente brûlée parce qu'on n'avait pas les chênes en France pour refaire une telle charpente, qu'on n'avait pas les chênes de gros diamètre pour refaire une telle charpente, et qu'on n'avait pas les savoir-faire. Et ça, sur les savoir-faire, je laisserai mes voisins s'exprimer. Mais sur la ressource, donc sur la partie amont, moi je suis forestier, je suis gestionnaire de forêt privée. C'est quelque chose qui nous a paru totalement incongru, inacceptable, une sorte d'agression professionnelle en quelque sorte. Et ça a eu quand même un énorme mérite, c'est que ça a galvanisé la filière et qui a apporté une réponse commune en disant nous allons fournir ces bois que l'on croit impossible de collecter. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la forêt française, on a une des plus grandes forêts d'Europe, mais on a 3,8 millions d'hectares de chênes. Ça représente un stock de 600 millions de mètres cubes. C'est juste colossal, c'est le plus gros réservoir de chênes au monde, en chêne commun. Donc on n'a pas vraiment de questions à se poser. On récolte chaque année dans les 2,2 millions de mètres cubes, et les besoins pour reconstruire la charpente de Notre-Dame, c'est de l'ordre de 2000 mètres cubes. Donc c'est 0,1% de la croissance, de la récolte annuelle, qui elle-même ne représente que la moitié de la croissance annuelle. Donc vous voyez, on est à 0,05% de la croissance annuelle de la forêt française en chêne. Donc le sujet, je crois qu'on peut pas trop s'attarder dessus. On peut le balayer d'office, quoi. Le deuxième sujet qui nous avait heurté, c'était notre contre-vérité, c'est de toute façon, même si on avait les bois, il nous faudrait des bois de très gros diamètre, et on les a plus. Or, on a des bois de très gros diamètre, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Moyen-Âge, on construisait surtout avec des bois de petit diamètre. Beaucoup de bois de 30, 35, 40, pas beaucoup plus. La plupart des pièces sont des sections de 15 par 15, donc ce n'est pas des très très gros bois. Donc ces bois-là, on les a et très largement. Et on a plutôt des bois de grande qualité aujourd'hui en France, en tout cas d'une qualité incomparable par rapport aux forêts anciennes, enfin aux forêts du Moyen-Âge, qui étaient très sollicitées pour l'énergie, pour le charbon de bois, pour le chauffage. Donc elles étaient coupées très régulièrement, il y avait finalement peu de grandes futaies qui étaient nécessaires, elles, pour la construction des cathédrales. Et la dernière contre-vérité, mais je pense que vous reviendrez dessus, on nous disait, mais il nous faut des bois secs. En gros, ils ont été coupés, ces chênes, 2 ou 3 siècles avant de construire Notre-Dame, ce qui est totalement incongru, aberrant. En fait, on sait par la dendrochronologie, c'est-à-dire l'étude des cernes des arbres, qu'en gros, ils étaient coupés 1 an avant
parfois même quelques mois avant d'être mis en œuvre. Et pour ceux qui sont charpentiers dans la salle, vous savez très bien que vous travaillez surtout des bois verts. On ne sèche pas des grosses sections en 20-20, c'est pas possible, ou alors ça durerait très très longtemps. Et quand on voit, nous vendons, nous, en tant que gestionnaire des chaînes à des scieurs de charpente qui exportent en Angleterre. Les chaînes sont achetées, ils sont abattus dans le mois qui suit, ils sont sciés et quelques semaines après, ils sont mis en œuvre. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de sujet sur la faisabilité sur la partie ressources. Mais ça veut dire que quelque part, est-ce qu'il y a une volonté de nuire ou est-ce que simplement on a fantasmé le Moyen-Âge Écoutez, il y a deux hypothèses. Mais la première, c'est l'ignorance. On a demandé à des commentateurs de commenter à chaud et sous le coup de l'émotion qu'on peut comprendre. Ils sont allés vers des propos, disons, totalement alarmistes et dramatisants. La deuxième serait une sorte de complot visant à détourner l'attention vers d'autres matériaux. Je ne crois pas trop à la théorie du complot. J'accorde le bénéfice de l'ignorance à ces personnes. Merci. Alors, on disait aujourd'hui il y a le bois, donc est-ce qu'il y a des savoir-faire? Alors, je fais partie du GMH. Le GMH, c'est le groupement des entreprises du monument historique. Voilà, moi, je suis charpentier Oui. avec la qualification. Vous pouvez nous rappeler historique. un peu donc, les entreprises du GMH? Alors, les entreprises du GMH, ça regroupe l'ensemble des activités du bâtiment spécialisé dans le monument historique. Ça va des maîtres verriers aux maçons tailleurs de pierre, en passant par les charpentiers, les couvreurs, etc. C'est combien d'entreprises en France? C'est environ 200 entreprises et c'est à peu près 10 000 emplois. Voilà. Et donc on s'est regroupé dans un syndicat qui fait partie de la Fédération du bâtiment. Et donc l'incendie de Notre-Dame, on a tous été catastrophés, hein, les larmes aux yeux, de voir un bâtiment comme ça partir en fumée. Et puis quelques jours après, j'ai appris que les relevés des charpentes n'avaient pas été faits en totalité. On est comme sur un monument historique, un des plus beaux monuments, un des joyaux français, voire du monde, qui n'a pas été relevé complètement. Donc il y a des relevés qui ont été faits par scanner, mais qui sont incomplets sur les charpentes. Et j'ai eu la chance, il y a une petite dizaine d'années, d'aller visiter ces charpentes-là. Donc voilà, je fais partie des chanceux qui l'auront vu, avant qu'elles disparaissent. Mais le savoir-faire, voilà, je vous rassure, il existe en France, il existe au sein du groupement des entreprises monuments historiques, même si demain, ce n'est pas une entreprise qui va refaire la charpente de Notre-Dame, ce sera forcément des entreprises. Mais le savoir-faire, la connaissance du bois, elle est là. Hein, voilà, on sait tous parfaitement travailler le bois avec les techniques du Moyen-Âge. La seule différence qu'il pourrait y avoir, c'est exactement dans la façon dont les bois, on va les recevoir. Comme disait monsieur, au Moyen-Âge, Notre-Dame, et la plupart des chantiers du Moyen-Âge, c'était les bois de brun. Les bois de brun, c'est un arbre de petit diamètre, de très grande longueur, qui était planté. Voilà, il y avait vraiment une recherche dans la sylviculture, dans la plantation des arbres. Ce sont des arbres d'environ 60 ans, 25, 30, 35 cm de diamètre. C'est 97% du volume total de Notre-Dame. Sur les 1000 arbres, il y a environ 1000 arbres utilisés pour Notre-Dame, 97% sont des bois de brun. Donc les bois de brun étaient abattus, ébranchés, écorcés, et on utilisait en fait la totalité du tronc pour avoir en fait un cône carré, hein, comme disait monsieur, 15-15, 20-20 maximum. Voilà. Donc on partait d'un arbre qu'on coupait, on coupait la tête et on l'utilisait au maximum, en mettant toujours la partie la plus grosse de l'arbre en bas de la charpente pour les parties des chevrons. Donc ça avait un sens parce que la partie la moins lourde, on la mettait plutôt vers le bas, mais aussi on optimisait la ressource. Et à savoir que mécaniquement, les pièces de charpente, c'est dans le bas qu'elles sont le plus sollicitées. Donc ça va avoir un réel intérêt d'utiliser ce genre de bois. La seule difficulté qu'on aurait demain à reconstruire Notre-Dame, si on veut faire des bois de brun qui soient dressés à la hache, c'est un petit peu la difficulté qu'on pourra avoir, c'est de refaire la même façon de préparation des bois. Mais le bois, il est disponible. L'assemblage, tenons, mortaise, tous les assemblages qu'on peut imaginer, on peut les refaire, aussi bien dans les techniques 13e pour la partie cœur, nef, mais aussi on peut très bien restituer la flèche de Viollet-le-Duc, hein, qui est la partie la plus récente de Notre-Dame, hein, qui est de 1830 ou 50, hein, je ne sais plus, enfin voilà, et qui a été remplacée donc au 19e, parce que la flèche initiale était sans doute un peu sous-dimensionnée et on avait un tassement de la structure. Alors ça, c'est des hypothèses que je fais moi, voilà, par rapport au recul que je peux avoir sur tous les chantiers qu'on a sur les croisées de transept. Oui, parce que vous avez une pratique de chantier de charpente en monument historique assez importante.
Est-ce qu'aujourd'hui, on continue à tailler les charpentes comme au XIIIe siècle quand on fait des chantiers de restauration, ou est-ce qu'on utilise quand même des techniques d'aujourd'hui? C'est-à-dire qu'il y a la défonce numérique, il y a le BIM, il y a des choses comme ça qui rentrent aujourd'hui dans la charpente extrêmement fortement. Est-ce que ces nouvelles techniques, elles sont aussi utilisées dans le domaine des monuments historiques? Alors, le BIM arrive tout doucement dans le monument historique, justement. Je fais partie d'une commission BIM dédiée à Notre-Dame. Alors, donc, on est dans les prémices un petit peu de réussir à faire du BIM dans du monument historique. La difficulté du BIM, c'est d'avoir un relevé qui soit très précis au départ, voilà, et de pouvoir tout remettre en route. Sur le neuf, ça se passe très bien, le BIM, on le sait tous, voilà, c'est en train de se mettre en place, mais sur le monument historique, c'est un petit peu plus compliqué. Et concernant les techniques, aujourd'hui, un charpentier est capable de faire aussi bien des assemblages, des restaurations de charpente façon 12-13e, ou totalement contemporaine en utilisant des résines. Voilà, quand on a des poutres maîtresses qui sont parfois pourries, ben là c'est la high-tech, c'est la résine. Il y a des calculs de structure, et puis voilà. Mais Notre-Dame, bon, la charpente est entièrement détruite, donc on va avoir affaire à une reconstruction. Oui. Comment vous imaginez cette reconstruction? Avec quels outils finalement, pour que ça soit crédible aujourd'hui et que ça soit en chaîne quand même? Alors j'ai un argumentaire, il vaut ce qu'il vaut. Mais si on prend l'exemple dans le temps, on va prendre la cathédrale de Chartres. Chartres, au 19e, la cathédrale brûle en totalité. Les charpentes de Chartres sont détruites. Voilà. Il n'existe plus rien, enfin, quelques relevés, quelques dessins éventuellement. Voilà. Donc on est en plein 19e. Le développement de la sidérurgie, voilà, c'est la fonte, c'est l'acier. Et ben la France dit, voilà, on va reconstruire avec le high-tech de l'époque. C'est la fonte, c'est l'acier. Donc on a refait une charpente à la cathédrale de Chartres, qui est magnifique, mais qui est tout en métal, qui correspond exactement au mouvement, à la tendance du moment. 1914, nouvel incendie, là c'est Reims. La cathédrale de Reims brûle en totalité. Voilà. On perd encore une charpente remarquable, qui avait été, elle, heureusement relevée par un architecte des monuments historiques, Henri Deneux, donc en 1914, un petit peu quelques mois ou quelques années avant le début du conflit. Et arrive la fin de la guerre, qu'est-ce qu'on fait à Reims? Bon, ben, la ressource, l'arbre, il n'y en a plus. On est quand même autour des champs de bataille de la Marne, il n'y a pas grand-chose. L'acier, le bois, tous ces matériaux-là sont quand même réservés à la reconstruction de la France. On a des gros besoins. Donc qu'est-ce qui nous reste? Le calcaire. Qu'est-ce qu'on fait avec du calcaire? Du béton. Et voilà, donc Henri Deneux met au point un système constructif de béton, d'éléments assemblés un petit peu comme un pulse, hein, voilà, et reconstruit la totalité de la cathédrale de Reims en disant, dans quelques années, dans 50 ans, dans 100 ans, hein, les prochains, ils pourront démonter cette charpente en béton et refaire la charpente initiale. Moi, j'avais fait tous les plans. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, la cathédrale de Reims, personne ne veut la changer, cette charpente en béton qui est remarquable. Voilà. Donc, c'est deux situations différentes, deux types de restauration, de reconstruction différentes, qui correspondent à l'ère du temps. L'ère du temps aujourd'hui sur Notre-Dame, quand on parle de reconstruction d'une charpente en aluminium, en Kevlar, en carbone, en verre, en tout ce qu'on veut, pourquoi pas, oui. Oui, sauf que toutes ces techniques-là, on les voit partout dans le monde. Vous allez à Singapour, vous allez à n'importe quelle grande ville, évidemment des immeubles en verre, tout en transparence, avec des LED, avec tout ce qu'on veut, il y en a partout. Qu'est-ce qu'on va aller refaire sur Notre-Dame, des charpentes comme ça? Enfin, moi, je ne comprends pas. Alors que le savoir-faire, on l'a en France, le Made in France, c'est quand même quelque chose, et puis l'artisanat français, quoi. Voilà. Vous avez le bois, vous avez les entreprises, qu'est-ce qu'on va les reconstruire? Quelque chose de totalement différent. Et qu'est-ce qu'on va transmettre aux générations futures? Une charpente en ferraille? Excusez-moi du terme ferraille, hein, du métal, voilà, avec des verres, et on sait très bien que dans le temps, ça ne verra pas forcément très bien, même si c'est vrai que ça ne brûle pas tout ça. Voilà. Alors qu'on peut transmettre à nos générations futures une charpente parfaitement, elle est quasiment à l'identique de ce qui a été fait, voilà, y compris la flèche qui a été faite par Viollet-le-Duc, puisque c'est quand même l'homme qui a sauvé Notre-Dame, voilà, et qu'elle a sauvé quand même pas mal en France. Hein. Viollet-le-Duc, c'est le théâtre antique d'Orange, c'est Carcassonne, etc. Donc voilà, c'est quand même un architecte. Et aujourd'hui, aller oublier la flèche qu'il a construite au 19e et faire une charpente tout en métal, ce serait quand même pas tellement lui rendre hommage à cet homme. Bon, alors voilà une transition vers l'architecture. Donc Marie-Amélie va pouvoir nous dire un petit peu ce qu'elle en pense de cette écriture architecturale de Notre-Dame. Alors il y a deux choses en fait. Il y a à la fois la question du matériau, mais que je relirai plus qu'à l'ère du temps, une question aussi de code du patrimoine. C'est qu'en dehors de on aime la ferraille, on aime le bois, il y a aussi une réglementation et des raisons administratives à tout ça.
Et puis après, sur le sujet de l'écriture, il y a le sujet aussi du langage architectural, qui sont deux choses. On peut faire une flèche qui ressemblerait à celle de Viollet-le-Duc avec du métal, comme on peut faire aussi, voilà, il y a plein de possibilités en fait de couples possibles. Sur la question de Viollet-le-Duc, il faut se souvenir que c'est effectivement Viollet-le-Duc qui a sauvé Notre-Dame de Paris, mais pas que. C'est l'architecture médiévale, l'architecture du Moyen-Âge était complètement boudée au XIXe siècle, et sans Viollet-le-Duc, Prosper Mérimée, Victor Hugo, nous n'aurions certainement pas Notre-Dame de Paris aujourd'hui. Voilà. Sur la catastrophe du 15 avril, à la catastrophe émotionnelle est venue s'ajouter aussi très très rapidement, c'est vrai, quelques heures après, on n'a plus de bois, on n'a plus d'hommes, on n'a plus de savoir-faire. Et donc la seule alternative était allons chercher des étrangers pour faire une flèche en métal. Enfin moi, dans le raccourci. Passer l'émotion, je crois qu'il faut se raccrocher à ce qu'on a comme méthodologie. Nous avons 170 ans d'expérience sur les monuments historiques, le plus vieux code du patrimoine, d'ailleurs nous en sommes très fiers. On pratique au quotidien la reconstruction d'églises, de châteaux, de monuments. Donc on n'est pas sans rien, on a des hommes, on a des matériaux, on a des savoir-faire, on a une déontologie. Et surtout, on travaille sur des édifices, et là en l'occurrence Notre-Dame qui est classée monument historique et qui est aussi inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc ce n'est pas rien. Et au-delà de l'aspect affectif, émotionnel et du fait que, je partage votre avis, mais qu'il faut rendre hommage à Viollet-le-Duc en remettant sa flèche, il y a aussi le fait que la cathédrale Notre-Dame de Paris a été protégée dans son intégralité avec la flèche de Viollet-le-Duc. Et si on s'en tient aujourd'hui à notre déontologie, c'est-à-dire le Code du patrimoine et la Charte de Venise, il n'y aurait pas de sujet. On s'en tiendrait à ce qu'on fait tous les jours au quotidien sur nos églises et sur les édifices sur lesquels on travaille, à savoir, on a une catastrophe, un état documenté qui existe du milieu du 19e siècle, il n'y a pas de sujet, on reconstruit ce qu'il y avait. Voilà. Alors, le sujet est venu de fait sous le coup de l'émotion, sous le coup aussi d'un calendrier d'annonces politiques qui est venu par-dessus, un peu parasiter. Nous, on saurait très bien faire. Je veux dire, si on restait entre spécialistes, on traite le sujet, voilà, sans émotion, je dois dire. Là, le calendrier politique et le fait que ce soit Notre-Dame de Paris qui voilà, a créé des questions. En fait, à créer un sujet, à créer un débat auquel tout le monde, évidemment, a envie de participer, puisque nous avons tous été touchés au cœur. Alors, sur la question du bois et du matériau, donc, il y a effectivement pourquoi mettre du béton et du métal alors qu'on avait du bois. Et ça, en effet, je partage l'avis de mes voisins sur le fait qu'il y a peut-être là un enjeu de savoir-faire à perpétuer. Et le fait que Notre-Dame puisse devenir un chantier à ciel ouvert et un outil de pédagogie extraordinaire a du sens, à mon avis. Le métal pourrait aussi avoir du sens, le béton aussi, mais si on s'en tient à Notre-Dame, chantier à ciel ouvert, peut-être que le bois a plus de place. Après, il y a une question aussi de statique et d'équilibre. Un édifice gothique complexe comme l'est celui de Notre-Dame ne peut pas supporter n'importe quoi. Et il est aussi un peu tôt aujourd'hui pour savoir qu'est-ce qui pourra couronner la masse. On en est encore au stade du diagnostic. Il ne faut pas oublier que Notre-Dame est encore en péril. Le péril n'est pas levé. Il sera peut-être relevé à l'été prochain, mais on est encore dans une phase de prospection, de diagnostic, des voûtes. Tous les arcs boutants à la fois de la nef et des bas-côtés ont été étayés. Et je crois qu'il n'est pas né celui qui peut savoir quel matériau et quelle masse, quelle forme viendra couronner Notre-Dame. Après, indépendamment aussi de tout ce qu'on pense, nous, en tant que techniciens, de notre pratique au quotidien. Mais est-ce que finalement, en effet, cette volonté politique d'aller vite, quelque part, d'en faire un chantier d'exception, n'a pas un peu perturbé les professionnels qui pouvaient prendre le sujet en main? C'est ce qu'on comprend, et qu'il n'était pas nécessaire, peut-être, d'en faire quelque chose d'aussi exceptionnel politiquement, et que c'est plutôt perturbant qu'aidant. Le temps imposé, le temps politique, ce calendrier-là n'est pas notre temps de bâtisseur. Et on le voit bien, Notre-Dame a mis 150 ans, 200 ans à se construire. Elle a encore été remaniée et retravaillée, on va dire, par Viollet-le-Duc au XIXe siècle. Donc le temps des 5 ans n'est pas pour nous, en tout cas pour moi, je veux dire pour moi, je n'engagerai pas mes confrères, n'est pas le temps du projet, n'est pas le temps d'un chantier de cathédrale. Et justement, pourquoi ne pas profiter de ce temps pour presque l'étirer
l'étirer? Est-ce que le but de ce chantier n'est pas d'avoir du temps pour l'expérimenter, pour en faire un chantier à ciel ouvert, faire revivre des techniques, partager une expérience et une émotion, plutôt que couper un ruban? Couper un ruban, inaugurer une cathédrale, est-ce que ça a vraiment du sens? Je ne suis pas sûre. Et on a des exemples en France qui nous démontrent que le temps, justement, est bénéfique et profitable à tous. C'est par exemple l'Hermione. L'Hermione, ce qui était intéressant, c'était le chantier de l'Hermione. C'est pas que l'Hermione s'en aille aux États-Unis faire son voyage inaugural. Voilà, le chemin était important. Et plus il était long, plus c'était intéressant. Et Guédelon, de la même façon. Guédelon a fait de ce temps du chantier une expérience significative, symbolique et de transmission. En fait, je crois que c'est un chantier qui nous dépasse à l'échelle individuelle, qui échappe au temps électoral, qui échappe au temps politique. Et c'est ça qu'il faut valoriser. C'est en fait le chemin. Alors là, on peut retenir la proposition de Marie-Amélie Tech, c'est finalement, on pourrait, les visiteurs des JO 2024 viendraient voir un peu le savoir-faire français sur le chantier, plutôt que simplement faire un selfie devant une Notre-Dame restaurée à la va-vite. Alors. On peut aussi faire un selfie devant Notre-Dame en chantier, c'est aussi magnifique. Ok, donc bon, pour la ressource, on a vu, on a fait le tour. Est-ce que... Alors vous qui côtoyez un petit peu ces entreprises forestières, on a vu différentes mobilisations aussi, beaucoup d'effets d'annonce. Est-ce que quelque part, voilà, il faut revenir à des choses un peu plus raisonnables dans ce domaine? Alors on ne pouvait pas éviter les effets d'annonce. Et pour revenir à la dimension politique, l'occasion était trop belle pour que le politique ne s'empare pas du sujet. Donc ça semble assez naturel. Maintenant, on va revenir à un temps plus sage, plus calme, un temps qui s'étire. Et moi, je pense aussi, comme le chantier de l'Hermione ou Guédelon, en fait, quand on aboutit dans un chantier pareil, on est content d'arriver, on est triste d'avoir fini. Et il est probable que dans quelques années, on sera triste que ce chantier exemplaire soit terminé. Voilà, mais ça c'est un petit commentaire personnel. Alors et donc l'occasion était aussi trop belle pour un certain nombre d'annonceurs de dire « je vais fournir les chaînes ». Il est apparu au sein de l'interprofession France Bois Forêt que nul ne pouvait préempter la générosité des forestiers. Ce n'était pas concevable, d'où ce projet de filière qui consiste à fournir gratuitement les bois s'ils sont travaillés à la main, donc avec les techniques de Moyen-Âge, ou les sciages s'ils sont repris derrière par les compagnons, gratuitement et de manière collective. Donc en gros, la récolte de chêne, c'est 50% fourni par la forêt publique, donc les forêts d'État, forêts domaniales, et les forêts communales, et 50% par les forêts privées. Donc les dons proviendront à 50-50 des forêts publiques et des forêts privées. En forêt privée, ça sera fourni par des clients de coopératives forestières, des clients d'experts forestiers et des propriétaires qui gèrent eux-mêmes. Donc voilà, donc on en fait un projet collectif. Tout le monde s'y met. Et deuxièmement, il y a aussi une dimension géographique. On pourrait très bien prendre des chênes d'Île-de-France, comme c'était le cas au Moyen-Âge. On n'allait pas les chercher à 400 km. Mais on pense qu'il vaut mieux que toutes les régions contribuent à ces dons pour donner une dimension symbolique. Le chêne, ce n'est pas un matériau inerte, c'est un matériau qui reste vivant après sa coupe, et c'est un matériau éminemment symbolique. Il faut absolument qu'on joue là-dessus. Alors, Monsieur Dulion, tout à l'heure, vous parliez des problématiques de main-d'œuvre et de savoir-faire. Alors, on sait que c'est un des grands soucis du GMH, c'est de pouvoir faire perdurer tous ces métiers du patrimoine, dont la charpente. Est-ce que finalement ce malheur ne peut pas servir aussi de la même manière de chantier-école pour attirer les jeunes vers ces métiers de la charpente et plus généralement vers ces métiers du patrimoine qui sont vraiment une fierté française et à juste titre? Je pense que Notre-Dame doit être traitée un peu comme a été traité l'Hermione. Madame parlait de l'Hermione tout à l'heure, j'ai eu la chance de le visiter plusieurs fois le chantier, notamment d'être vraiment de rentrer dans la zone chantier, de visiter les parties qui étaient encore pas toujours visibles du public. Notre-Dame, ça doit être fait de la même manière. Il va falloir faire des installations collectives de manière à ce que le public puisse apprécier la restauration en totalité de l'édifice avec des zones, des belvédères, des plateformes, que le public puisse accéder à ce chantier. En fait, le problème de Notre-Dame, ça nous dépasse tous totalement. Ce n'est pas un bâtiment qui appartient à Paris, qui n'appartient même pas à la France, il appartient à l'UNESCO, au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc à l'ensemble des êtres humains. Voilà. C'est aussi important, à mon sens, que le Taj Mahal ou Sainte-Sophie à Istanbul. C'est des bâtiments qui sont quand même quelque part hors du temps.
il faut absolument que le public s'approprie ce lieu aussi, se réapproprie en tout cas ce lieu, et voie comment les entreprises travaillent, comment les entreprises restaurent les monuments, parce que Notre-Dame, ça va être demain la vitrine des autres monuments. Si on restaure n'importe comment Notre-Dame, enfin n'importe comment, si on esculule le bois dans la reconstruction de Notre-Dame, on va dire, sur d'autres opérations, sur d'autres chantiers, puisqu'à Notre-Dame, ils ont tout refait en métal, ou puisqu'ils ont tout refait comme ça, ben on va n'a qu'à faire pareil. On nous a donné l'exemple le plus beau, prestigieux, enfin le plus prestigieux monument français a été restauré de telle manière. Donc ce sera le modèle pour tous les autres monuments. Enfin, j'ai peur que ça serve de ça. Et par rapport au personnel, nous, on forme. Le GMH, c'est un groupement qui forme énormément d'apprentis, de jeunes femmes aussi. Hein. Moi, j'ai la chance d'avoir une jeune femme charpentière, voilà, qui est passionnée, on est tous les yeux écarquillés à la voir, hyper dynamique. Une fille qui a vraiment envie de s'investir et puis qui travaille le bois et qui a du plaisir à travailler le bois. Et ben, on a des jeunes comme ça, des jeunes passionnés. C'est pas toujours le cas, mais on a la chance, nous, dans la filière monument historique, d'avoir quand même beaucoup de jeunes passionnés qui viennent dans nos entreprises pour ça. Mais c'est pas non plus la panacée. On a quand même des problèmes de recrutement dans le bâtiment en général, mais dans le monument historique aussi, peut-être un peu moins que certains métiers, parce qu'on a quand même une activité un peu plus noble que simplement empiler des parpaings. Hein, excusez-moi pour les maçons qui empilent des parpaings. Voilà. C'est travailler des vitraux, travailler sur une charpente. On a l'exemple, il y a quelques semaines, on a travaillé sur une charpente qui a été datée par dendrochronologie de 1323. 1323, c'est le 14e. C'est seulement 103 ans après Notre-Dame. Donc, quelque part, c'est toujours hyper valorisant de travailler sur une charpente qui a pratiquement 700 ans. Et voilà, et on fait un voyage quand même dans des endroits assez magiques. Moi, je paye très peu d'entrées de châteaux ou de lieux prestigieux. J'ai la chance moi, j'ai la clé. J'ai la chance d'aller dans des lieux magnifiques. Et j'ai une formule que je dis souvent, moi, des racines et des ailes, chez nous, c'est tous les jours. Voilà. Donc, c'est à la fois Notre-Dame doit être la vitrine pour donner le modèle de reconstruction, de restauration pour les générations futures. Et doit être aussi un modèle d'exemple, de recrutement, de carrière dans le monument historique. Et pourquoi pas dans la charpente. Alors, bon, moi je voudrais dire un mot et je vais passer la parole à Marie-Amélie là-dessus parce que elle a écrit une très belle chronique sur Notre-Dame et il y avait dedans quelque chose qui m'a vraiment touché. C'est quelque part ces gens qui ont bâti Notre-Dame. Ils avaient une grande humilité et c'est pas forcément la valeur qui transparaît le plus aujourd'hui dans la société. Parce que voilà, on parlait de ces effets d'annonce, tout le monde essaye de capter, de se mettre dans la lumière et pas toujours avec le respect. Donc voilà, un mot là-dessus que tu avais abordé qui me paraît très important, c'est ce côté des anonymes finalement et le respect qu'on doit avoir dans cette démarche. Oui, en effet, je pense que si on a tous été touchés par l'incendie de Notre-Dame, n'importe quelle confession qu'on soit, n'importe quel âge, n'importe quel sexe, c'est parce que Notre-Dame est un chef-d'œuvre anonyme. Personne ne sait dire qui, en réalité, a construit Notre-Dame. On a quelques noms de maîtres maçons, mais c'est un chef-d'œuvre collectif fait de 1000 âmes, de 1000 mains. Et c'est justement pour ça qu'on a été touchés, c'est parce qu'elle est à tout le monde, du coup on peut se l'approprier tous. Et je crois qu'aujourd'hui, nous devons de faire un chantier évidemment techniquement, etc., exemplaire et visionnaire, mais nous devons aussi de conserver l'âme de Notre-Dame, à savoir une âme, les 1000 âmes, à la fois les 1000 âmes, et ne pas la signer. Je crois qu'il faut avoir l'honnêteté de se dire qu'elle doit continuer à appartenir à tout le monde et donc n'être récupérée par personne. Récupérer est un vilain mot, mais je crois que le temps, effectivement, le temps politique, le temps des enjeux électoraux n'a absolument rien à voir avec le temps d'un chantier, d'une cathédrale qui s'inscrit, sinon dans l'infini, l'éternité, mais en tout cas dans un temps beaucoup plus long. Et alors on a entendu parler beaucoup du concours, le concours d'architecture international en plus. Je me suis demandé pourquoi aller chercher des étrangers pour reconstruire notre chef-d'œuvre national, quand même, pour faire court. Et surtout, le concours d'architecture par une... Si on accepte que Notre-Dame soit reconstruite par une star de l'architecture, ça veut dire qu'on accepte qu'elle soit signée. Que la flèche ait le nom d'un architecte. Et je crois que ça serait là faire une grave erreur que de signer la flèche, de signer Notre-Dame. Aujourd'hui, elle doit demeurer dans notre patrimoine collectif et donc appartenir à tous, non signée. Merci à tous les trois. Je ne sais pas si vous avez des questions sur le sujet. Mais
Oui, alors. C'est bon? Oui, alors, Yves Topol, journaliste à Bois-Mag. J'aurais la question, vous avez beaucoup insisté sur le temps long, madame. Alors, à combien vous l'estimez ce temps long? 10 ans, 20 ans, 50 ans? Et puis la deuxième question, j'ai envie d'une deuxième question, c'est, on nous a dit que la structure pierre dessous a tellement souffert. Est-ce qu'elle est capable de supporter le poids d'une charpente en bois, ou est-ce qu'il y a des problèmes à ce niveau-là? Sachant que je ne suis pas du tout... L'heure est toujours au diagnostic aujourd'hui, et il est vraiment à la fois très tôt et trop présomptueux pour répondre à la question à la fois du temps. Moi, je parle vraiment en mon nom. Hein. Je crois que 5 ans, c'est irréaliste. 10-15 ans, ça commence à être plus dans cette échelle de valeur. Mais si on accepte que le temps long soit une chance pour nous, alors pourquoi ne pas l'étirer à l'envi? Ça, c'est encore autre chose. Mais je crois qu'on est plus sur l'échelle de la décennie ou de 2 décennies. Voilà, mais ça, je ne m'engagerai pas plus là-dessus. Sur la pierre, effectivement, le fait qu'elle est... d'abord, l'effet du feu plus l'effet de l'eau, parce que le remède à l'incendie est l'eau, mais on sait que l'eau est notre ennemi aussi, ennemi numéro 1 dans les maçonneries. On fait qu'il y a double dégâts aujourd'hui. Et il est aussi trop tôt pour savoir si les voûtes, dans quel état elles sont aujourd'hui. Il faut faire un examen visuel, un examen de laboratoire, physique, chimique, etc., à la fois sur les mortiers et sur la structure. On a envie qu'elle puisse reporter une charpente, et il faudra qu'elle puisse reporter une charpente, qu'elle soit en bois, en métal ou en béton ou autre. Et il sera toujours possible de faire des renforts structurels. L'objectif est qu'elle ait un toit. Voilà, de toute façon. Je peux ajouter un petit mot, c'est que finalement le problème de Notre-Dame, c'est pas un problème du bois et de la charpente, c'est un problème de la pierre. La stabilité de l'édifice repose sur la pierre. Or, à ce jour, on ne sait pas dans quel état est la voûte. Personne n'a mis les pieds sur la voûte. Ils vont y accéder par un système de cordage par le haut, par l'espèce de toit en bois qu'ils ont placé. Et va se poser aussi le problème de la ressource, là, pour le coup. Parce que les pierres qui étaient prises sous Paris, il n'y a pas de carrière aujourd'hui en activité sous Paris. Donc il faut réouvrir une carrière ou prendre des pierres qui auront à peu près les mêmes qualités d'autres carrières. Donc le sujet est quand même beaucoup plus important. Et finalement, le bois, il n'y a pas de sujet sur la ressource, il n'y a pas de sujet sur les savoir-faire. Et sur le délai, ce n'est pas tellement un facteur limitant, parce qu'on peut faire les fermes, les éléments de charpente presque en série. Je vous rappelle d'ailleurs que si vous voulez voir 2 fermes répliques de la ferme numéro 7, qui est une ferme emblématique, vous pouvez venir au Salon des Maires et vous verrez que les compagnons ont fait une réplique à l'échelle 0,75, donc ça fait quand même 10 mètres de large, c'est quand même un bel objet. Et vous voyez, ils l'ont fait en quelques semaines. Enfin, pour la petite histoire, la création d'une ferme, c'est 11 bois seulement. Il y a, sauf erreur, une quarantaine de fermes sur Notre-Dame. Donc ça vous donne une idée à la fois des besoins qui sont assez modestes, et puis finalement ça se fait relativement vite. Donc il n'y a pas de sujet sur le bois. Oui, il faut remettre ça à l'échelle. Bien, écoutez, vraiment merci à tous les 3 d'avoir éclairé le sujet sur Notre-Dame.